tous, l'After est là jusqu'à minuit ce soir, comme tous les soirs, bien sûr. After en direct sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. On va parler Ligue Europa, on va parler de l'OM dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Et avec Alpha Baldé. Alpha, bonsoir. Salut les amis, salut à tous. Les gars, un partout entre Domzalé et Marseille. Je donnerai quelques autres résultats d'Europa League un peu plus tard. Il y avait des clubs intéressants qui jouaient ce soir. On parlera également Mercato tout à l'heure, mais principalement de l'OM, c'est l'actu du jour. Et évidemment, on démarre par l'after, par les 3 points, parce que dans le monde du football, vous le savez, l'essentiel, c'est les 3 points. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel. De façon très froide, mon premier point va concerner le résultat et on va considérer que c'est un bon résultat puisque c'est un match aller de Coupe d'Europe. Donc on va dire, premier point, c'est un bon résultat. Le deuxième point va concerner l'OM qui. Je reconnais en toi une volonté d'être optimiste en ce début de saison. Écoute, non. Je sais pas, je pense qu'au mois d'avril, tu n'aurais pas démarré par ça. Mais bon, allez, vas-y. Non, j'ai bien dit que c'était une analyse froide. Donc il n'y a pas d'optimiste ni de pessimiste là-dedans. C'est juste, j'ai vu un résultat, match aller de Coupe d'Europe. Tu es bien placé pour te qualifier. Mon deuxième point sera évidemment plus sévère, c'est le jeu de l'OM avec un point d'interrogation. Je ne comprends pas ce que fait l'OM sur le terrain. Je m'attendais à ce que ça progresse un petit peu là sur les matchs que je vois, même dans le tour d'avant contre Ostende. Enfin, Marseille vient quand même d'enchaîner 2 matchs en Coupe d'Europe contre des minus, quoi. Mais vraiment des minus, quoi. Et ils sont en difficulté très souvent dans le jeu. Bon, ok, ils se sont qualifiés contre Ostende, c'est même pas que c'est même pas que c'est la moindre des choses. Et là, contre cette équipe-là, bon, pareil, ce jeu de l'OM, je ne le comprends pas. Et mon troisième point, c'est bravo à cette petite équipe, là, Ariel Dombal, là, qui joue super bien, qui a mis la misère à l'OM pendant la première période. Après, ils se sont un peu cramés physiquement, on pouvait s'y attendre. Marseille a plutôt été au-dessus dans la seconde période. Mais ce que j'ai vu sur la première période, c'est que techniquement, individuellement et collectivement, ils étaient supérieurs à l'OM. Et ça, je ne comprends pas comment c'est possible. Donc, je rappelle que cette petite équipe même pas 2 millions de budget. 1,5 million de budget, salaire moyen des joueurs, c'est des smicards du foot, quoi. Et leur plus gros transfert, c'est 150 000 euros, je crois. Au niveau des salaires du foot, ils sont même pas smicards, ils sont rémistes du foot, quoi, tu vois. Et ils mettent la misère pendant une mi-temps à Marseille. Ça, j'ai du mal à me l'expliquer. Les Marseillais, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent, ils étaient pas motivés, je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Alpha, tes 3 points. Bah écoute, au-delà du résultat, moi je suis parti sur l'inquiétude que j'ai observée ce soir dans ce match. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de l'axe central, mais moi je pense que niveau des latéraux, faut s'inquiéter aussi. Je pense que Saka et Evra, on ne peut pas aller loin avec ça. Surtout Evra, on l'a vu jusqu'au bout avec ce coup franc très dangereux que ça a provoqué pour l'OM. Heureusement, c'est plutôt d'un côté c'est inquiétant, comme tu dis. De l'autre côté, je pense qu'on est au-delà de l'inquiétude. C'est au-delà de l'inquiétude. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut. Alors qu'hier, Jonathan nous a dit dans le futur duel Sakai-Neymar, d'ailleurs je retiens cette petite phrase pour son futur jingle, il nous a dit: un samouraï n'a pas peur d'une danseuse. Il l'a dit. Je pense que le samouraï devra venir avec des sabres. Oui, mais je pense qu'il l'a dit en assumant une forme, il l'a dit, de communautarisme. Et oui. je crois qu'il se plaît à considérer qu'il ressemble à Sakai. Et je crois que ça lui plaît. Peut-être. Je crois que cette ressemblance physique lui plaît. Et il y a une sorte de transfert intime. Ressembler à Sakai, je sais pas si ça va plaire. Je sais pas. En tout cas, lui, ça lui plaît. Chacun ses goûts. En plus, oui, exactement. Donc ça lui plaît. Je crois que ce transfert lui donne envie de voir Sakai plus beau qu'il n'est. Bon, alors, reprenons tes 3 points. Ensuite, je pars sur l'OM qui a été de mieux en seconde période. Même si on n'a pas eu d'occasion nette et de phase de jeu, je dirais très intéressante, mis à part cette 70e minute où tu as ce jeu à 3 avec cette déviation de Germain pour Sanson et qui pour Ocampos plutôt, qui tente un extérieur du pied à l'entrée de la surface alors qu'il aurait pu faire quelque chose de plus intelligent. Donc OM mieux dans la possession de balle, OM mieux dans les intentions, mais dans la finition ou dans les occasions nettes, j'ai pas vu quelque chose d'exceptionnel. Ensuite, je rejoins Daniel Domzalé qui est une équipe qui a proposé en première période techniquement, comme il le dit, physiquement avec de l'envie, mais à chaque fois qu'ils récupéraient eux le ballon et qu'ils l'avaient, ils faisaient quelque chose d'intéressant. Ils
ils avaient des occasions, ils allaient dans la surface pour se procurer quelque chose. Le nombre Donc je les ai d'occasions trouvés. qu'ils ont. Ouais, mais c'est ça, surtout en première période. Ils peuvent mener 2-0 à la mi-temps. Ils peuvent tuer ce match à la mi-temps. Je sais pas s'ils le tuent, mais en tout cas, ils peuvent faire mal à l'OM. Ils peuvent faire vraiment mal à l'OM. C'est un gros coup au moral des Marseillais avant d'aller au vestiaire. Donc je pense que c'est une équipe intéressante, même si on peut être d'accord qu'au match retour, Marseille fera l'affaire au Vélodrome. Quand même. Mais 3 points à moins. Moi, j'ai mis OM inquiétant. J'aurais pu mettre très inquiétant, même parce que c'est vrai que la première mi-temps, et puis tu te crées pas d'occasion. Tu te crées pas d'occasion. C'est quand même un truc incroyable. C'est pour ça que c'est le jeu de l'OM, moi, qui me pose question. J'ai mis en deuxième Ocampos parce que donc il semble, Garcia l'aime bien. Il le dit, il le répète. Il l'a mis dans la hiérarchie devant Cabella, par exemple. Et là, ce soir, Ocampos, ça pose quand même des questions. Alors, est-ce que Garcia se trompe? Est-ce que Ocampos a vraiment le potentiel que Garcia lui voit? Il y a effectivement cette occasion là où il la joue totalement dilettante, un espèce de pauvre extérieur du pied alors qu'il a le but ouvert et il met l'intérieur du pied opposé. Enfin bon, il part dans des dribbles. Il rappelle parfois Ben Arfa Ocampos. À quel moment il le rappelle? Quand il part en dribble sur le côté, avec la tête baissée là, tac 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 dribble. Moi, il me le rappelle pas souvent quand même. Et puis après, il y a 2 gars qui viennent le voir et ils disent oh, tu la donnes ta balle. Donc, ça, il a semblé jouer très solide. Je crois que son problème c'est que tu le mets et que tu l'aimes bien parce que le mec se démène. Est-ce que le mec se déchire et quoi? Mais alors après, ouais, mais tu vois, sauf qu'à l'OM, tu vas pas mettre des joueurs parce qu'ils se démènent ou parce qu'ils ont juste envie de mouiller, tu vois. Donc, moi, je dis pourquoi on a toujours beaucoup d'indulgence. C'est ça, mais il faudrait pas justement. Parce que moi, ce match que j'ai vu aujourd'hui qu'il fait, si ça fait partie également des points négatifs. Il est brouillon. On sait pas ce qu'il veut faire, en fait. Il veut toujours tenter la solution perso, mais au final, il a perd et on sait pas ce qu'il veut faire et ça pénalise l'équipe. C'est ce que je vous dis, ça me rappelle Ben Arfa. Ben Arfa, c'était un petit peu mieux quand même à un certain moment. Ouais, il y a eu des phases quand même où Ben Arfa, il y a eu des phases bien mieux, même beaucoup mieux, où il a marqué des buts et des exploits. Lui, il avait mis son fameux une reprise acrobatique fantastique. Voilà, c'est ça, c'est qu'Ocampos, à un moment, alors ça va être 2 fois par an, il va te faire une action de dingo, il va te mettre un but de fou et après il va manger un peu là-dessus, quoi. Et puis 3e point, j'ai mis gestion européenne, parce que mine de rien, ces matchs de l'été là, à chaque fois, on se retrouve avec un truc qui va pas. Un coup, c'est Lyon contre Astra Giurgiu. Un coup, c'est Lyon contre Maribor. Un coup, c'est Bordeaux contre Vidéoton. Là, tu remontes très très loin. Non, mais tu veux dire que c'est jamais facile. Non, mais je sais pas. Alors, soit les clubs français. C'est des matchs qui sont jamais faciles. Oui, bon, alors les clubs français prennent ça par-dessus la jambe. C'est un excès de suffisance. Ça fait des années qu'on a des problèmes en Coupe d'Europe. On a des problèmes en Coupe d'Europe depuis longtemps. C'est pas y compris contre les petits. Mais c'est pas qu'on est prévenu. C'est que, comme je disais hier soir, autant notre championnat, je le pense, est en train de se remettre à l'endroit et de proposer des choses qui sont très positives, autant pour ce qui est du révélateur européen, celui qui matérialisera tes progrès et les fameuses choses que nous on trouve bonnes depuis plus d'1 an maintenant, ce qu'on avait appelé il y a plus d'1 an le frémissement, ça manque encore. Alors il y a eu Monaco qui nous a fait un truc de fou, Paris est un petit peu à part dans tout ça avec du bon, du moins bon. Lyon a quand même fait demi-finale de Coupe d'Europe avec un parcours tellement chaotique et dans le jeu jamais très très bon. Donc on a encore, avec nos clubs français, beaucoup de problèmes. Et moi, j'en reviens au jeu que propose l'OM dans cette rencontre. C'est anormal de voir une équipe comme ça bouger plus sur le terrain, réaliser des gestes techniques et des enchaînements techniques plus classe que ceux que va proposer l'OM, où ça va plutôt être sur le physique, sur en gros une supériorité physique qui va s'installer au fur et à mesure du match. Bon, parce qu'ils sont plus costauds, parce qu'ils sont plus entraînés, parce que l'autre c'est une toute petite équipe, quoi. Mais c'est pas normal que les mecs bougent pas, qu'il n'y ait pas de proposition je te passe la balle, je te la redonne. Il n'y a pas de lien collectif. C'est pas normal ça. Pour aller dans ta direction, ça tu le vois beaucoup en première période où tu vois un milieu de terrain complètement vide et où tu vois Luis Gustavo à chaque fois qu'il récupère le ballon est obligé de s'appuyer sur un défenseur central pour essayer de trouver une solution. Mais sans Luis Gustavo pour réguler un peu le jeu et tout, mais ils prennent une marée. Ils prennent une marée au milieu. Ils prennent une marée sur la tronche. Thiago, 32-16, est avec nous, supporter marseillais. Thiago, bonsoir. Bonsoir. Silva, Mota, Mendes. Non, pas du tout. Bah lequel alors? Tu préfères lequel de tous les Thiago du foot? Maya, à la classe. Pas mal. Alors, déjà ravi de vous avoir, ravi de vous avoir. Je vous écoute tous les soirs, c'est vraiment déjà un vrai plaisir. Mais nous on est ravis que tu sois là, Thiago. Voilà. Et puis je vais totalement aller dans le sens de Daniel, même si parfois il est excessif, mais bon, voilà, je suis tout à fait d'accord avec lui. Aujourd'hui, Marseille, ça fait 10 mois que maintenant que Garcia est en place. Alors certes, les matchs, il les enchaîne un peu comme Deschamps, il gagne, il a
la bonne étoile. J'aime bien ce petit parallèle que tu fais. Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. C'est volontaire, ouais. Mais sauf qu'au final, il n'y a pas d'identité de jeu dans ce groupe. Ça progresse pas. Alors les 2 journées de championnat, on les gagne. Un peu tiré par les cheveux parce qu'en face, il se passe. Dijon, c'est pas une grosse équipe, donc on gagne au forceps un peu sur la durée du match. Contre Nantes, au final, Nantes, pour les pauvres Nantais, ils ont 3 blessés en 25 minutes et puis un qui finit avec un bras complètement dans le vide. Donc voilà, donc on a ça, donc on gagne les matchs à l'arraché. On n'a plus ce point d'appui qui permettait à Garcia de cacher un peu les défauts où il gardait la balle et nous permettait de ressortir. Donc on a un autre profil qui est Valère Germain, super attaquant, sauf que c'est un joueur de classe. Et s'il n'a pas les ballons et des joueurs autour de lui capables de l'alimenter, il ne sert à rien. Voilà. Ça, il n'a pas eu beaucoup de ballons, Germain, aujourd'hui. Non, mais là Thiago a raison. Et d'ailleurs, Valère Germain, dans 2 ou 3 interviews de début de saison, excellente interview de Valère Germain, expliquait que certes, il serait peut-être plus à l'aise dans un 4-4-2, mais que ça ne posait pas réellement de problème le 4-3-3 pour lui, à condition qu'il y ait des joueurs qui soient proches de lui. Oui, bien sûr. Et donc, déjà, peut-être pas un triangle à l'envers derrière lui, ou alors un Payet plus en position de meneur de jeu qui se rapproche de lui, qui pourra se servir d'appui. Voilà. Tout à fait d'accord. Là peut-être, mais sur un match comme celui de ce soir, on voit toutes... c'est pas ses limites à lui, mais par rapport à ses qualités, dans un 4-4-3 comme ça va pas être possible, parce que là on va revenir à ce que dit Thiago. S'il y a besoin d'un poids d'appui, ce sera pas lui. S'il y a besoin de balancer un long ballon, ça va pas être pour lui. Là il y aura de grosses difficultés quand, en gros, on va dire, tu domines pas réellement le match. Quand il joue à Monaco ou dans une équipe où c'est plus dense dans le haut du terrain, avec un bloc plus haut, il peut jouer même seul. Évidemment, il est plus à l'aise s'ils sont 2, mais il peut. Mais là, en l'occurrence, sur un match comme ça, c'est vrai, comme tu dis, Monaco, il est quasiment inutile. Ouais, mais c'est là qu'on voit la cohérence un peu, parce qu'on nous parle de cohérence à Marseille, sur le recrutement, etc. Donc là, on est totalement dans la cohérence. Et puis après, il y a des questions qui se posent de la part de Rudi Garcia. Donc Evra, capitaine, ça me fait mal au cœur à Marseille. Voilà, parce que c'est une chèvre aujourd'hui. Il a eu sa carrière à Manchester, où c'était un très bon latéral, mais c'est loin derrière lui. Derrière, Rami, le pauvre, il est tout seul. T'aurais donné le brassard à Mandanda, toi? Ou à Thauvin? Non, mais Mandanda l'avait. Mandanda est un taulier de la maison. C'est un joueur historique de l'OM. Le truc qui est, Thiago, il faut qu'on s'arrête dessus juste 2 minutes. Quel âge il a réellement, Evra? C'est quoi son âge, en fait? Je sais pas, c'est 33? 34, je crois. 34, tu vas pas sous-entendre qu'il est... Ah non, je sous-entends rien, je voulais juste savoir son âge. Non. Je vais te ma question était mal posée, peut-être elle t'a laissé croire que... Non, c'était vraiment son âge. Il a 36. Ah ouais, 36. Non, mais parce que ça... Il est le 15 mai 81. Pour un latéral, ça pèse. Peut-être qu'en défense centrale, à cet âge-là, on en voit qui tiennent encore debout. À cet âge-là, ça peut coller. Mais là... Franchement, là, c'est simple. S'il y a un mec qui était devant sa télé, un type qui nous écoute, parmi tous nos auditeurs, qui pense qu'Evra a encore le niveau et qu'on est trop sévère avec lui, je le supplie vraiment de téléphoner, de venir nous dire ce qu'il en pense. Parce que là c'est pas possible. Il est complètement... N'importe quel joueur, dans n'importe quelle division, lui met la misère. On l'avait vu contre Ostende. Mais c'était ridicule. Et là, sur le côté droit, que ce soit le latéral, l'attaquant droit et tout, mais c'était terrible. J'ai longtemps défendu Evra pour l'impact qu'il a par ailleurs, tous les à côté du terrain. Mais là, je commence à... Mais là, il est cramé. À moi aussi me rendre à l'évidence. Mais c'est même pas il est cramé, cuit, bouilli, tout ce que tu veux. Je pense qu'il y a une stratégie en fait de Garcia, on va dire. Non, mais à ma vie, il va arriver un moment là. Il y a un truc un peu diplomatique de la part de Garcia. De se dire, Evra, tu peux pas lui dire t'es cramé. Je peux pas le virer comme ça, comme un petit jeune, genre je prends par le callback en le sortant de l'équipe. Donc à ma vie, il va tranquillement se préparer. Et voilà, puis début septembre, tu crois qu'Evra il s'en rend compte ou pas? On va commencer à voir à ma vie, et je pense que ça va très bien se passer parce qu'Evra est assez intelligent pour se dire au bon moment, c'est plus pour moi. Je pense qu'il s'en rend largement compte, ouais, je crois qu'il le sait, qu'il a quand même un certain orgueil et qu'il va pas aller voir le coach lui-même en disant écoute, laisse tomber, je suis nul, sors-moi. Mais là, il est vraiment nul. En première mi-temps, tu sais même en première mi-temps, tu sais même pas de capitaine, Thiago, par voie de conséquence. Non, mais on est dans la cohérence totale. Et moi, je veux revenir sur Rudi Garcia, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et on se demande pourquoi il y a autant d'entraîneurs étrangers qui réussissent en France et pourquoi on se tourne vers eux. Parce qu'il n'y a qu'à voir l'exemple récent de Saint-Etienne, avec un très bon coach, je pense, espagnol, qui prône un jeu. Alors certes, Saint-Etienne, ça ne sera jamais le Real en termes de qualité, mais on voit le changement de Saint-Etienne depuis le départ de Galtier et l'arrivée de Garcia, où c'est vraiment propre, où ça joue, ça essaye de conserver le ballon, de jouer dans des petits espaces, de se projeter. Là, Garcia, ça me peine, parce qu'il y a
il n'y a pas de cohérence. Alors Ocampos, j'en parle même pas, parce que quand je pense que Cabella va partir pour garder Ocampos, j'ai envie de me pendre. Voilà, faut être très clair. Maxime Lopez. Garcia, ce qu'il aime, c'est les sorties de balles rapides, le contre. C'est ce qu'il faisait très bien à Lille à l'époque avec Hazard, Gervinho. C'est pas Ocampos. C'était avec les relais au milieu, ça trouvait vite devant. À la Roma, il a remis ça en place. Ça a un peu marché, bien marché. Et puis plus du tout marché. En plus, à chaque fois qu'il mettait le nez dans les mecs qu'il fallait prendre, ça allait pas. Donc dès qu'il donnera un nom de joueur pour l'OM, déjà faut un peu se méfier, quoi. Comme Debuchy. Faut un peu se méfier. Donc oui, moi j'ai des doutes. Moi depuis le début, on est beaucoup à avoir des doutes sur lui comme entraîneur du nouveau projet. Ça c'est vrai. C'est ça. Et en plus, je vois le petit Maxime Lopez aussi qui prend pas le temps de grandir. Pour moi, c'est Sanson la pièce maîtresse avec Payet. C'est ces joueurs-là qui font la différence. Et si on veut s'entêter à mettre Payet, pas dans ce rôle de meneur, mais de plus de milieu gauche, et à ce moment-là, c'est Sanson qui doit jouer un peu plus haut, qui doit avoir plus de liberté de création, parce que c'est le joueur classe qu'on a avec Payet, et recruter quelqu'un à côté de Luis Gustavo, comme même si j'aime pas trop Sissoko, mais peut-être un peu ce profil-là, qui est capable d'être fort à la récupération, puis de pouvoir se projeter vers l'avant. Mais Sanson, voilà, Maxime Lopez, il est censé être le lien. Il y a un problème de positionnement de Lopez aussi, je sais pas si tu as remarqué ça toi aussi. Ça fait depuis 10 mois. Il joue super bas. Enfin, c'est assez étrange. Je ne sais pas s'il y a des consignes, mais bon. Il vient chercher très bas pour toucher le ballon, et du coup, Germain, il n'a pas cet appui qu'il devrait avoir avec lui. Voilà, ouais. Il manque un lien entre les lignes. Et puis après, voilà, je pense que le recrutement doit être fait encore sur de nombreux points. Moi, Thiago, je sais pas si tu vas partager mon avis, c'est que je pense juste qu'il a, du moment où il utilise ce 4-3-3 depuis qu'il est venu en octobre 2016, il a changé 2-3 fois avec le 3-5-2 ou le 4-2-3-1, 3-0 à Angers, je me rappelle. Je sais pas, faut peut-être évoluer tactiquement, tout simplement. Les joueurs que tu joues. Moi, aujourd'hui, j'ai été étonné de voir ce 4-3-3 là face à une équipe comme ça. De toute façon, Garcia, il fait pas autre chose. Hein. Non, mais c'est qu'avec le jeu, avec les joueurs que tu as. On a vu qu'offensivement, en deuxième mi-temps, une fois que Marseille, sur le but d'ailleurs, Thauvin qui sert intelligemment son coéquipier, dès que ça joue de façon fluide, dès que ça joue avec des déplacements devant et qu'il y a plus de joueurs, tu vois que tu peux mettre l'adversaire en danger. Donc moi je me demande, c'est pourquoi tu n'essaies pas d'apporter quelque chose, une évolution tactique, une lecture positive des joueurs offensifs que tu as au fait. Je vais revenir à ce que Daniel dit depuis des années, c'est que c'est des formations à la française. Donc on veut jouer pour être solide, pas essayer de pas perdre. Ouais, mais sauf que Garcia, moi je le vois pas comme Thiago, sauf que Garcia, moi je le vois pas comme un entraîneur qui joue juste pour le résultat. En fait, Deschamps, moi je l'ai dit, je le répète, j'arrête pas de le répéter. Sauf que Garcia, on a quand même vu quelque chose qui était intéressant du côté de Lille. Quand il est venu du côté de la Roma, c'était quand même pas, c'était pas très mal non plus. 6 mois, la Roma. Il y avait du jeu, quoi. Ça n'a pas duré longtemps là. Ça a peut-être duré beaucoup longtemps. La différence, c'est qu'il joue plutôt avec des joueurs assez durs de la récupération, assez forts derrière et au milieu de terrain, et avec des joueurs très rapides sur le côté, capables de faire des différences individuelles, comme il avait à l'époque avec Gervinho, avec Hazard. À la Roma, ça a été un peu pareil sur les côtés avec des joueurs rapides. Mais au final, dans l'identité de jeu créée vraiment par Garcia, j'ai toujours été un peu dubitatif. Et je pense pas que ce soit le bon choix, en tout cas pour Marseille, s'inscrire dans un projet. Voilà. Mais après, voilà, moi je vibre pas quand je vois les matchs. C'est vrai qu'avec Bielsa, on s'ennuyait pas, même si j'étais pas des fois un peu fou quand je voyais ce qu'il faisait. Mais bon, j'ai envie de dire que les dernières fois que j'ai pris du plaisir sur le long terme à Marseille, c'était Guéret, et du coup, ça commence à remonter depuis un moment, quoi. Ouais. Thiago, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à très bientôt dans l'after. On peut faire une petite parenthèse textile, ce maillot extérieur est absolument sublime. Eh bien, écoute, j'ai même fait un tweet pour dire. Tu le fais dans le textile aussi ? Non, mais attends, mais tu sais pourquoi il est beau ? Parce qu'il n'y a pas de pub. Oui, non, mais. Certes, mais maillot tu peux avoir sans pub, discrète et le rendre beau. Voilà. C'est pas toujours. Alors à la télé, il rendait bleu, mais il est violet en fait. Oui, non, mais il est très très beau. J'aime beaucoup la façon dont le nom est écrit, le numéro, tout, comment il est fait. C'est très élégant. Très élégant. Le petit col. Parenthèse textile. Très bien. Parenthèse textile. Puisqu'on est dans la parenthèse textile, donc il nous ramène un peu à l'esthétisme et tout. Adil Rami, il joue au foot, qu'est-ce qu'il fait quand il prépare le futur? Je sais pas, le nombre de fois où il se remet la moustache en place et tout, il aurait noté son nouveau style là. C'est-à-dire qu'il y a la petite moustache qui rebique façon Frédéric Thirier. Le nombre de fois où il se le remet et tout. C'est pas encore Frédéric Thirier quand même, faut que ça pousse un peu plus. Ça va quoi, reste sérieux 2 minutes quoi. Écoute, le mec il veut prendre soin de lui, qu'est-ce que tu veux? Non mais.
Je sais pas, je trouve ça fait un peu Tu joues bizarre. à l'OM, t'as un beau maillot, comme tu le dis, t'es classe, t'es élégant, voilà, ça passe bien aussi, quoi. Le nombre de dommage, deux quoi. fois, le soin. Heureusement qu'il s'en sort bien et tout, parce que s'il se fait prendre par un attaquant. C'est peut-être un conseil beauté de Pamela. C'est ça. Donc il faut respecter. Très bien, moi j'aime bien Adil Rami. Mais bon, là, t'es en plein match et tout, sans arrêt à se refriser la moustache. Allez, dans quelques instants, on revient avec l'OM, toujours au programme. Dimitri sera là, on fera une évaluation complète et puis on parlera mercato également dans cette deuxième heure de l'after. Je vous donnerai également les principaux résultats de cette soirée d'Europa League. Et puis notre producteur Jérôme Thomas, qui s'ennuie pendant l'after, m'a fait la liste de tous les joueurs nés un 15 mai comme Patrice Evra. Et vous allez pouvoir faire votre petite hiérarchie du 15 mai. Les gars, vous allez voir que c'est assez étonnant. Dans quelques instants, on se retrouve donc un partout entre Domzale et Marseille ce soir, match aller de barrage d'Europa League. Et je rappelle également, c'était sur RMC tout à l'heure, que l'équipe de France féminine de rugby s'est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde en battant l'Irlande 21-5 tout à l'heure. A tout de suite dans la